Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder une entreprise sous un angle un peu différent. Pas comme une simple machine à faire de l'argent, non, mais plutôt comme une sorte d'entité vivante. Une entité qui a un but, qui suit un cycle de vie et qui, tout au long de son existence, doit faire des choix absolument cruciaux pour sa survie. C'est un parcours vraiment fascinant, vous allez voir. Alors, pour commencer, posons-nous la question qui tue. Vraiment, la question essentielle. Si on met de côté les bureaux, les produits, les bilans comptables, au fond, à quoi ça sert une entreprise? Quel est son but ultime, sa raison d'être? C'est la question qui est derrière absolument toutes les stratégies et toutes les décisions. Et la réponse, elle est hyper simple, mais en même temps, elle est d'une puissance incroyable. Le but d'une entreprise, c'est de créer de la valeur. Voilà, c'est ça le cœur du réacteur. Sans ça, une entreprise ne peut pas grandir et elle ne peut même pas survivre. C'est le principe de base qui guide tout le reste. Bon, alors, creusons un peu cette idée. L'objectif, c'est donc de créer de la valeur. Mais attention, hein, il ne faut pas voir ça uniquement comme un concept financier. C'est bien plus que ça. C'est la mission qui donne tout son sens à l'entreprise, sa véritable raison d'exister. Alors, concrètement, ça veut dire quoi, créer de la valeur? Eh bien, c'est assez simple à comprendre. Il s'agit de générer un surplus. La valeur de ce qu'on produit, que ce soit un bien ou un service, doit être plus élevée que ce que ça a coûté pour le fabriquer. Et c'est cet excédent, ce plus, qui est le carburant de l'entreprise. C'est avec ça qu'elle va pouvoir investir, innover et bien sûr rémunérer tous ceux qui ont participé à son succès. Ok, maintenant qu'on a le pourquoi, voyons le comment. On va faire un petit tour dans la salle des machines. Comment une entreprise s'y prend-elle pour créer cette fameuse valeur? Eh bien, elle combine deux ingrédients essentiels, qu'on appelle les facteurs de production, le travail et le capital. Alors, d'un côté, on a le travail. Ça, c'est la dimension humaine. Ce sont les compétences, l'intelligence, l'effort fourni par les salariés. Et de l'autre côté, il y a le capital. Là, on parle des outils, l'argent bien sûr, mais aussi les machines, les ordinateurs, les bâtiments. Et le truc, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Le travail sans capital n'est pas très productif, et le capital sans travail ne produit rien du tout. C'est vraiment la synergie entre les deux qui fait tourner le moteur. Et quand on parle de capital, il faut savoir qu'il en existe plusieurs sortes. On a le capital financier, c'est l'argent frais qu'on injecte dans l'entreprise. Il y a le capital comptable, qui correspond aux apports des fondateurs, des propriétaires. Ensuite, le capital circulant, ce sont les matières premières par exemple, tout ce qui est consommé et transformé pendant la production. Et enfin, le capital fixe, c'est le lourd, le durable, les machines, les usines, c'est l'épine dorsale de l'entreprise. Comprendre ça, c'est voir comment une boîte jongle constamment entre ses besoins à court et long terme. Et c'est là que réside tout l'art de la gestion. Le vrai défi pour une entreprise, c'est de trouver la combinaison parfaite, l'équilibre idéal entre ses ressources humaines et ses ressources matérielles. Trop d'investissement dans les machines, mais pas assez dans les compétences, ça ne marche pas. L'inverse, c'est pareil. Trouver cette alchimie, cette recette magique, c'est le job de tout bon manager. Bon, une fois que la valeur est créée, que le moteur a tourné, une autre question arrive tout de suite. Une question cruciale, comment on se partage tout ça? Imaginez cette valeur comme un gros gâteau. Maintenant, il va falloir le découper. Alors, qui a droit à une part? Et surtout, une part de quelle taille? Le nom technique qu'on donne à ce gâteau, c'est la valeur ajoutée. C'est un indicateur super important qui mesure la richesse réelle qu'une entreprise a générée. Pour la calculer, c'est simple, on prend tout ce que l'entreprise a vendu, son chiffre d'affaires, et on enlève tout ce qu'elle a dû acheter pour produire, les matières premières, l'énergie, etc. Ce qui reste, c'est la richesse nette, prête à être distribuée. Alors, comment on coupe les parts? Eh bien, chaque acteur qui a contribué reçoit sa juste part. D'abord, les salariés, pour leur travail, ils reçoivent des salaires. Ensuite, les prêteurs, comme les banques, qui ont prêté de l'argent, ils touchent des intérêts. L'État, lui, prélève sa part sous forme d'impôts et de taxes, et ce qui reste à la toute fin, ça revient aux propriétaires, les actionnaires. Soit ils le prennent pour eux, sous forme de dividendes, soit ils le réinvestissent dans l'entreprise pour qu'elle continue de grandir. Évidemment, ce partage, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. C'est même souvent une source de tension. Les salariés veulent des meilleures paies, les actionnaires veulent de plus gros dividendes. Et le truc, c'est que le gâteau n'est pas extensible à l'infini. Donner plus à un groupe, ça veut souvent dire qu'il en restera moins pour un autre. C'est un arbitrage permanent, super délicat, qui est vraiment au cœur de la vie de l'entreprise. Allez, on change de perspective. On va prendre un peu de hauteur. On a vu la mécanique interne, maintenant regardons la trajectoire de l'entreprise dans le temps. Parce que oui, une entreprise, c'est un peu comme nous. Elle naît, elle grandit, elle atteint un âge de maturité, et puis elle vieillit. D'ailleurs, cette idée, elle n'est pas toute neuve. Il y a plus d'un siècle, un économiste, Alfred Marshall,
a été un des premiers à faire cette comparaison. Et cette métaphore de l'organisme vivant, elle est hyper parlante. Elle nous aide à comprendre que la vie d'une entreprise n'est pas une ligne droite, mais qu'elle passe par différentes phases, avec des défis bien spécifiques à chaque étape. On peut décomposer ce parcours en 5 grandes étapes. Ça part de l'idée, de la création, puis vient le grand saut, le démarrage. Ensuite, si tout va bien, c'est la phase de croissance, souvent la plus excitante. Après ça, on arrive à la maturité, une période plus stable, avant d'entrer dans la phase de vieillissement, où se posent des questions de succession, de transmission. Bien sûr, chaque histoire d'entreprise est unique, mais on retrouve souvent ce schéma. Quand une entreprise arrive à maturité, elle se trouve face à un carrefour stratégique. Pour ne pas stagner, voire décliner, elle doit absolument choisir comment continuer à se développer. La question n'est plus de survivre au jour le jour, mais d'avoir une vraie vision pour l'avenir. Et pour ça, il y a en gros 2 grandes routes possibles. La première, c'est la croissance interne. On pourrait dire que c'est la voie organique. L'entreprise grandit par ses propres moyens en utilisant ses propres forces. C'est un processus lent et continu. Et l'autre route, c'est la croissance externe. Là, c'est beaucoup plus spectaculaire. On rachète d'autres boîtes, on fusionne. C'est plus rapide, mais c'est aussi beaucoup plus risqué. La croissance interne, concrètement, ça passe par quoi? Eh bien, l'entreprise peut investir dans ses outils de production, acheter de nouvelles machines. Elle peut innover pour lancer de nouveaux produits. Elle peut essayer d'aller vendre ailleurs, à l'étranger par exemple. Ou alors, et c'est peut-être le plus important, elle peut investir dans les compétences de ses équipes, en formant ou en recrutant. Cette stratégie, elle a des avantages évidents. On garde le contrôle total, on garde 100% des bénéfices pour soi. Mais il y a aussi un revers à la médaille. D'abord, il faut déjà avoir de l'argent de côté pour réinvestir. Et puis, en restant un peu dans son coin, l'entreprise risque de s'enfermer, de ne pas voir ce qui se passe ailleurs et de louper des innovations majeures. Donc, le choix n'est vraiment pas si simple. Ce qui nous amène à une toute dernière question pour la route. Si la croissance est un choix et que le vieillissement est une phase naturelle, est-ce que ça veut dire que le déclin d'une entreprise est inévitable, une sorte de fatalité? Ou est-ce que c'est tout simplement la conséquence d'un échec? L'échec à se réinventer, à innover, à faire les bons choix au bon moment. C'est une question qui nous rappelle que, même s'il y a un cycle de vie, le destin d'une entreprise finalement n'est jamais écrit d'avance. Voilà qui donne à réfléchir.